Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Alan Bloom, La cité et son ombre, essai sur la République de Platon. Élève de Léo Strauss, y voir clair et s'orienter dans une époque de relativisme et de nihilisme triomphant. Vivre, c'est savoir vivre. La grande vertu de notre époque est d'avoir ouvert l'esprit à la relativité des mœurs et des conceptions du monde. Mais cette ouverture s'est soldée par une fermeture de l'esprit née de l'indifférence au contenu, déclin de la culture générale. Relancer cette quête d'universel initiée par les Grecs, le seul remède. Lire les grands livres et accéder à l'expérience des belles choses. Léo Strauss. La République, livre sur l'éducation le plus beau pour Rousseau. Platon suscite attirance et répulsion. Il a insisté sur l'importance du sacrifice de l'individu dans la communauté, histoire de l'homme enchaîné dans la caverne, qui brise ses chaînes puis remonte vers la lumière, désir de se libérer de la convention. En condamnant Socrate, on condamne l'activité philosophique elle-même. Le philosophe, par sa pensée et sa vie, semble remettre en question les dieux, gardiens des lois, et être ainsi un mauvais citoyen, un non-citoyen. En présence de la jeunesse, il apparaît subversif. Socrate transgresse les lois d'Athènes et ne semble pas croire les croyances fondamentales indispensables à la vie en société. Les philosophes se tiennent à l'écart des affaires humaines, dont seule la poésie peut donner une représentation adéquate. Socrate doit montrer que le philosophe est juste et que lui seul, et non le poète, est en mesure d'assumer la responsabilité politique. La cité ne voit que l'athéisme apparent du philosophe et ses effets sur la jeunesse. Le poète Aristophane, qui ridiculisa Socrate dans les nuées, ouvrit la voie à son accusation officielle, en le montrant subversif. Il fait de Socrate celui qui a de l'argument le plus faible devient l'argument le plus fort. Socrate soutient qu'il ne sait rien, si ce n'est qu'il est ignorant. Délivre dans la République son enseignement sur la nature de la politique. Si les philosophes sont les dirigeants naturels des cités, ils sont alors les rivaux des dirigeants du moment. Les philosophes maîtriseront l'art de parler et seront éduqués. La justice consiste à respecter la loi et récompenses, punitions sont nécessaires pour se faire obéir. Mais il existe le cas où l'on reconnaît le droit de ne pas suivre la loi. La justice consiste à prendre ce qui appartient aux autres. La justice, c'est faire du bien, non du mal à ses amis, ennemis. Les signes, pour les Grecs, la grandeur morale consistant à un amour pour ses amis aussi constant que la haine pour ses ennemis est immuable. Pour faire du bien, il suffit d'être philosophe. Pour Socrate, faire du mal à quelqu'un consiste à rendre une personne ou une chose pire par rapport à sa vertu propre. La justice est la règle requise pour satisfaire les appétits d'un égoïsme collectif, à savoir être fidèle aux membres de son propre groupe. Les lois prennent leur source dans l'humain, qui leur obéit par vénération ou par crainte, ne fait que servir l'avantage du plus fort. Le plus fort est celui qui détient le pouvoir et fait les lois. Le dirigeant a toujours raison. Le dirigeant est un homme qui ne cherche que son propre avantage. Être juste consiste à faire du bien à autrui, à obéir à la loi ou à se consacrer au bien commun. L'injustice est un vice, contraire à la sagesse qui est une vertu. Socrate est un homme érotique, mais son éros ne le conduit pas à faire du tort aux autres ou à s'emparer de ce qui ne lui appartient. Il ne possède ni richesse ni honneur ou le méprise, mais il est heureux. Rien ne lui fera regretter d'avoir choisi ce genre de vie. Sa vie n'exclut pas un intense plaisir. C'est l'intensité de la joie qui lui procure la philosophie, qui le rend indifférent à ses plaisirs. Émancipation du désir, condition indispensable à l'apparition de la vertu. L'humanité a besoin de se vaincre elle-même. Double nature de l'homme, car les biens de l'âme ne peuvent apparaître sans que le corps ne connaisse de tentation et sans que l'âme exerce sa tyrannie sur le corps. L'argent ne sert de critère que par ce qui contribue à la satisfaction du désir ou à la préservation de la vie. L'ardeur se situe au-delà du système économique, préservation de soi. La douceur des philosophes par rapport aux guerriers tient à ce qu'ils sont à la recherche de la connaissance et non de l'argent. Le guerrier fait du bien à ses amis et du mal à ses ennemis. Réforme de la poésie. Seuls les hommes et les actes justes sont célébrés.
Les représentations de la poésie ont un effet sur les croyances des hommes, les dieux, le courage, la modération. Les dieux ne mentent pas. Il dit les dirigeants doivent user du mensonge et ils ne peuvent imiter les vertus des dieux. Les représentations poétiques des dieux ne pourront servir de modèle à la conduite humaine. Socrate souhaite supprimer de la littérature toutes ces histoires sordides, propos du royaume d'Hadès. Socrate veut en finir avec le statut de modèle par excellence, Achille, le héros suprême. C'est la vertu qu'est le courage qui semble annihilé. Quand il n'y a plus rien à redouter dans la mort, sacrifier sa vie n'a plus la même valeur, car il n'y a plus de crainte à surmonter. L'ardeur est étroitement liée à la défense de ce qui est à nous. Le héros préfère malgré tout la servitude sur terre plutôt que la royauté chez Hadès. L'ardeur à l'état pur suppose une vision tragique de la vie et du monde selon laquelle il n'est nulle récompense pour la justice dans l'éternité et où la noblesse n'a pas davantage de fondement naturel que la bassesse. Rien n'impressionne davantage le vulgaire qu'un homme prêt à soutenir une cause jusqu'à la mort. Socrate s'assimile ainsi à Achille. Il est condamné car il représente une menace pour Athènes. Les dieux doivent à leur maîtrise de la mort leur supériorité sur le commun des mortels. Socrate est le nouveau modèle d'héroïsme qui remplace celui qui était représenté par Achille. La musique nous rappelle que l'harmonie gouverne l'univers. La musique analyse la rage et nous apaise. Éducation musicale pour les guerriers. La poésie doit changer le contenu et la forme, imitation. Le poète se cache derrière son œuvre et le public oublie que le monde dans lequel il pénètre n'est pas le monde réel d'influence. Un philosophe serait une catastrophe dans une tragédie et d'une manière limitée dans une comédie. La musique est destinée à l'éduquer et à éduquer l'âme, à encourager les guerriers à se vouer au bien commun. Socrate se concentre sur la perfection de l'âme. La santé de l'âme est cause de celle du corps. Médecine simple et bonne inventée par Asclépios. S'adapter à son art médical au bien commun. La véritable finalité de la gymnastique est l'exercice de l'âme. Bien accorder l'âme est le préalable indispensable à la citoyenneté et à la philosophie. L'abondance naturelle et l'efficacité des arts assurent l'harmonie. Une fois le désir émancipé, c'est la modération conçue comme vertu contrôlant l'ardeur et le désir qui doit servir à l'harmonie d'un peuple paisible. Pour les dirigeants, ce sont des êtres entièrement politiques, parfaits artisans, celui qui ne se soucie que de ce qu'il dirige et en aucun cas de lui-même. Il ne saurait s'occuper d'autre chose que du bien commun. Chez Aristote, le dévouement, les dirigeants ne sont pas tout à fait purs, et doivent compter avec l'injustice, car il n'y a pas de vertu sans richesse. La cité, selon Socrate, est trop pauvre pour susciter la convoitise de ses voisins. Les dirigeants exercent leurs fonctions au bénéfice de leurs administrés et donc des plus faibles. La justice consiste à faire du bien à ses amis, rôle de l'art. Socrate s'efforce de montrer que la philosophie peut éclairer les affaires humaines, bien mieux que n'importe quelle autre discipline. Fondateur de la cité en parole, il est aussi de la philosophie politique. Les femmes reçoivent la même éducation que les hommes. L'égalité entre les sexes doit être complète. Les hommes civilisés doivent maîtriser leurs appétits sexuels et la nudité qui incite à la débauche est prohibée. Seule la nudité en public tolérable est celle qui n'éveille pas le désir sexuel. La sexualité est nécessaire et doit rester du domaine privé. Pour accéder au savoir, les âmes doivent se défaire des conventions qui recouvrent leur nature. Socrate insiste pour soumettre hommes et femmes à un même entraînement. L'âme, comme la cité, a besoin de l'élément féminin. Le mariage n'est qu'une relation sexuelle temporaire, ni foyer privé, ni enfant privé. Les relations sexuelles récompensent l'excellence des services rendus à la communauté. Ceux dont la vertu est la plus grande engendreront le plus d'enfants. La cité doit tenir lieu de famille. L'inceste doit avoir sa place dans cette cité. Chacun est frère ou sœur de tous les autres. Socrate en appelle au consentement divin, insouciance de sa part. Platon a démontré avec succès l'utilité sociale et politique de la philosophie. Socrate défend l'idée que la philosophie est indispensable dans la cité, roi philosophe, en soutenant que le pouvoir devrait revenir aux philosophes. Socrate exprime une conception des rapports entre savoir et pouvoir opposée à celle des Lumières. Les deux pensent que la sagesse devrait avoir le pouvoir.
Pour les Lumières, la sagesse peut diriger sans être philosophe. Les Lumières sont dangereuses pour la philosophie, car elles incitent les philosophes à sacrifier leur quête de vérité au bénéfice de l'édification publique. Dans un monde éclairé, la philosophie court le risque de n'être qu'un instrument au service des régimes dépourvus de sagesse, et même tyrannique. L'apprentissage pour Socrate est une activité érotique. L'amour du savoir est une expression singulière de l'éros humain, de son aspiration à la complétude. La connaissance ou la science a besoin d'universels dont les particuliers sont des exemples parfaits. La réalité des universaux provient des idées. Les idées sont l'être des choses. C'est dans cette quête de principes universels que l'homme théorétique se heurte au non-philosophe. Le philosophe sera modéré, courageux et juste, amour de la vérité comparable à la véracité du guerrier. La cité est comparée à un navire appartenant au peuple, armateur sourd, myope et ignorant, tout de la navigation. Mais le peuple fera finalement preuve de douceur. La philosophie sera la véritable science, à laquelle toutes les autres sont subordonnées, consiste en l'étude du bien. L'idée de justice transcende toute cité possible, est une systématique du bien. Toute action vise un certain bien et que les objets de nos désirs ne sont pas tous bons, absolument. Le rejeton du bien est le soleil, cause des choses visibles mais aussi de leur visibilité, existence des vivants. Socrate récuse l'idée que la philosophie éclaire la caverne. S'en échapper pour arriver à la lumière, la philosophie peut guider quelques individus, guide par porte-flambeau. Seule la conscience qu'une image est une image permet de juger de son véritable caractère et pour parvenir à cette conscience, l'imagination a besoin du secours de la confiance. La cité, la caverne et l'attachement que nous en avons pour elle nous enchaînent à certaines opinions qui font autorité. Nous ne voyons pas les hommes tels qu'ils sont, mais tels que les législateurs et les poètes nous les représentent. Un grec ne voit le monde comme un Perse. De la libération naît un immense bonheur. L'homme affranchi éprouve un grand mépris pour la caverne, pour ses ombres et ses habitants. Son souci est de continuer à vivre à la lumière. Les prisonniers de la caverne ignorent leur propre servitude et sont satisfaits de leurs conditions. Difficulté de trouver des dirigeants désintéressés, et les philosophes ne veulent pas diriger car ils n'attendent rien de la cité. Les philosophes devront régner, la cité les forcera. Échec de fonder une cité où le devoir de chaque membre serait identique à son propre intérêt. Comparée à la splendeur de l'âme aspirant au tout, la cité semble bien laide. Elle était censée lui ressembler. Seul le philosophe est en mesure de donner à la cité une fin orientant ses actions. L'union de la cité et de la philosophie est un mariage forcé. Servir la guerre et la pensée, activité principale des rois qui sont philosophes. Toutes les cités ont besoin d'être dirigées par la sagesse, et la sagesse consiste en la connaissance de la totalité véritable ou des causes premières. La philosophie a toute une quête inachevée et vouée à le rester. Ainsi, le philosophe ne peut diriger car il ne connaît pas ce qu'il avait besoin de connaître pour diriger. Des améliorations peuvent être apportées au régime politique, mais ils ne peuvent devenir parfaits. L'injustice ne pourra jamais en être éliminée. La justice entendue comme dévouement total à la cité ne peut constituer le bien absolu pour le philosophe, et donc pour l'humanité. La cité, c'est l'âme écrite en gros caractères, confrontation directe du tyran et du philosophe. Le régime sain est celui qui permet aux âmes saines de se développer. Sagesse, honneur, argent, liberté et amour. Condamner les désirs, en particulier les désirs érotiques. Plus le désir domine en eux, plus le degré qu'ils occupent sur l'échelle hiérarchique des hommes est bas. La cité doit subvenir aux besoins du corps et être capable d'assurer elle-même sa défense, se doter de dirigeants soucieux du bien commun. Condamnation du tyran, considéré comme l'homme du désir par excellence. Proie à Eros, multiplication des désirs et des besoins à l'infini. Le Socrate citoyen fait l'éloge de la timocratie. Le Socrate philosophe aspire à la démocratie. Ce que l'homme a de meilleur n'est pas en conflit, mais en harmonie avec la nature des choses. Peu probable que Socrate ait cru au mythe d'Air, la fable. Survie de l'âme individuelle. Le poète est l'imitateur d'un imitateur, et il n'est pas le serviteur docile de la loi et du législateur.
La faute du poète, c'est de rendre public ce qui doit rester dans la sphère du privé. Homère. Il sait rien de la nature et nous fait jaillir larmes et rires, et notre vie apparaît soit ridicule, soit misérable. Les poètes traitent des échecs des hommes qui agissent. Sans antidote, les poètes justifient les rires et la pitié, réponse ultime à la condition humaine. Qui ploie sous la pitié et la crainte est le moins capable de s'oublier lui-même et d'oublier ce qui est à lui et donc tout ce qui le protégera et donnera sens à la vie, à sa vie. Ses regards se tournent vers les lois et les dieux et fait de lui un fanatique. La vérité que la poésie révèle n'est que partielle et en libérant l'homme des conventions ou des lois de sa cité, elle peut contribuer à l'asservir davantage, encore, à la source même de la convention, à savoir l'amour de ce qui est à soi. La raison est le seul instrument qui permette de se battre contre les rires de la pitié. Et la pitié. Mais la poésie relève pour l'essentiel de l'imagination. La poésie est la servante des passions, alors que la philosophie surmonte le lien qui nous attache à ce qui est à nous et qui demande un effort monstrueux. Essence du conflit opposant la philosophie et la poésie. On apprend du mythe d'Air en Hadès que par l'exercice de ses pouvoirs naturels, l'homme peut parvenir dans cette vie et sans attachement matériel à un bonheur se suffisant à lui-même. De cette façon, il participera à l'éternité, autant qu'il est possible à l'homme d'y avoir part. Seul le philosophe peut se passer du mythe. Leçon de modération où Socrate a pu faire son apologie, celle d'un homme qui fait du bien aux autres, car il sait avant tout comment s'en faire à lui-même. Alan Bloom, La cité et son ombre, essai sur la République de Platon. Merci.